Cet épisode est une présentation des presses de l'Université de Montréal, active dans le monde de l'édition depuis 50 ans. Moi, j'ai lu ça en 1999, quand c'est paru dans un journal français. Ensuite, je l'ai relu quand ça a été publié en livre au Mille et une nuits, et ça a été réédité il n'y a pas si longtemps en un gros volume. Et à chaque fois, j'ai repris cette conférence, repris ce texte que j'ai relu et réannoté. Et ce qui est beau à voir dans ce texte, c'est à quel point Sloterdijk prend les questions nietzschéennes au sérieux et le dialogue avec. Sloterdijk part du fait que Nietzsche a raison quand il dit que la culture humaniste occidentale a fait une sélection de certains traits humains qui sont souhaitables et qu'on veut voir se reproduire. Et si on assiste à la fin de la culture humaniste et à la fin de la culture chrétienne, ça veut donc dire que ces traits-là ne sont plus supportés par des jugements de valeur forts inscrits dans des institutions. Alors à quoi fera-t-on face? C'est la question que pose Sloterdijk. Et de façon très curieuse, sa conférence, qui est une conférence de philosophie, a été reprise dans d'autres contextes, un contexte très politique en Allemagne. Et on a accusé Sloterdijk de favoriser l'eugénisme et toutes sortes de choses comme ça qui ne sont pas fondées dans son texte. Et ça m'a montré aussi comment des questions philosophiques peuvent dégénérer. Je pense que ce qui m'avait frappé quand j'ai lu ce texte la première fois, ça a été de se rendre compte que les idées sont effectivement quelque chose de vivant. C'est-à-dire que Sloterdijk n'était pas dans un débat interprétatif sur le sens de tel concept ou de tel autre concept. Il faisait pas un commentaire de l'œuvre nietzschéenne. Il reprenait plutôt des questions que Nietzsche a posées pour les reprendre à bras-le-corps et puis les poser à nouveau frais aujourd'hui. Et donc, il a pris au sérieux ce que Nietzsche a écrit. C'est ça qui m'avait frappé. C'est le cœur de votre livre. Nietzsche veut que le philosophe joue au médecin de la civilisation. Il veut guérir sa civilisation. Alors, de quoi la civilisation dont Nietzsche parle est-elle malade et comment pense-t-il trouver une solution à ça? Oui, ben c'est peut-être pas jouer au médecin de la civilisation, mais c'est être très littéralement le médecin de la civilisation. Pour bien répondre à cette question-là, il faut évidemment voir ou savoir comprendre ce qu'est la civilisation, ce qu'est une civilisation pour Nietzsche, ou une culture, hein, parce que en français, on hésite entre civilisation et culture. Le mot allemand qui est là, c'est Kultur. Ça ressemble beaucoup plus à notre mot culture. Mais donc, une civilisation ou une culture, c'est une organisation, une organisation de la vie humaine. Et cette organisation repose sur une certaine interprétation préalable de ce qu'est l'humain, de ce qu'est la vie et de ce qu'il est souhaitable d'avoir comme être humain et comme mode de vie. Donc une civilisation, c'est une organisation, Nietzsche dira plus tard, une organisation pulsionnelle dans laquelle certaines possibilités de vie sont valorisées, sont encouragées, sont reproduites. D'autres possibilités de vie sont réprimées ou critiquées ou non valorisées. Une civilisation malade sera finalement une civilisation qui n'encourage pas une amélioration de la vie humaine. Ça va être une civilisation qui encourage un nivellement, donc la réduction de l'être humain à un modèle ou à un seul type. Une civilisation aussi, vous voyez déjà j'ai fait ce mouvement-là, c'est-à-dire une civilisation malade pour Nietzsche, ça va être une civilisation qui encourage une horizontalité plutôt qu'une verticalité, parce que Nietzsche est foncièrement aristocratique. Et vous avez abordé un peu la question de l'égalité. Mais Nietzsche n'aimait pas l'égalité, la démocratie, la science et même la modernité. Est-ce qu'au fond, Nietzsche est un philosophe qui est né au mauvais siècle? C'est vraiment un homme de son siècle. C'est-à-dire qu'en étant, bon, je vais reprendre un peu les termes que vous venez de mentionner, en étant anti-moderne, antidémocrate,
bon, vous avez dit, il est contre l'égalité, contre la démocratie, ça revient un peu au même, contre le développement effréné de la science moderne. En étant contre ces traits de son temps, il est un homme de son temps. Nietzsche n'était pas le seul à être un antidémocrate au 19e siècle, loin de là. Il n'était pas le seul à faire l'éloge d'une aristocratie de la culture, une aristocratie de l'esprit, loin de là. Et donc, il lui-même n'est probablement pas né au mauvais siècle, mais il disait que ses lecteurs seraient ceux d'un autre siècle. Il affirmait que ses lecteurs apparaîtraient plutôt au 20e siècle. Il n'a pas eu tort, effectivement, puisqu'on voit une vogue, mais vraiment une vogue, une grande mode de lecture des écrits de Nietzsche avec le tournant du 20e siècle, au tournant du 20e siècle. Et là, Nietzsche est devenu très, très, très à la mode, effectivement. Nietzsche critiquait aussi beaucoup la philosophie universitaire de son temps. Oui. Et pourquoi donc? Nietzsche a été, bon, sur ce point de la critique de la philosophie universitaire, philosophie académique, Nietzsche a été très inspiré par un texte qui avait été publié, qui avait été écrit par Schopenhauer en 1851, qui s'appelle « Contre la philosophie universitaire ». On retrouve chez Nietzsche des thèses qui ont été développées dans ce pamphlet par Schopenhauer, notamment différents points, c'est-à-dire que d'une part, quand Nietzsche critique la philosophie universitaire, au fond, ce qu'il critique, c'est la profession universitaire, pas seulement la philosophie universitaire. Alors, on peut déjà prendre la question sous ce sens-là. Il critique le fait de mener le travail de la science de l'intérieur de l'université, d'une part parce que l'université allemande, à cette époque, poussait ou s'orientait vers une spécialisation des disciplines, j'en ai parlé un peu plus tôt, une surspécialisation des disciplines et un cloisonnement des disciplines. Ça, c'est un point qui, pour Nietzsche, faisait problème, et il n'était pas le seul. Il y avait beaucoup de scientifiques, il y avait des chimistes, des biologistes, des historiens, je pense à Mommsen ou à Émile Dubois-Rémond, qui critiquaient, et donc qui étaient tout à fait d'accord avec Nietzsche sur ce point-là, qui eux aussi critiquaient la surspécialisation scientifique et le cloisonnement des disciplines. C'est-à-dire qu'on imposait déjà, et on vit dans ce monde-là aujourd'hui, on imposait déjà très tôt aux jeunes étudiants de se spécialiser dans un seul champ plutôt que d'acquérir un savoir plus global pour comprendre notre place dans le monde, pour comprendre l'histoire occidentale, pour comprendre la philosophie, avec une certaine notion des langues, etc. Et donc, ça, c'est une chose que Nietzsche critiquait, surspécialisation, disciplinarisation. Il critiquait aussi la philosophie comme profession. Parce qu'en étant professeur d'université, on devient obligé, je dis on, alors que moi je suis de l'extérieur de l'université comme telle, mais le monde académique impose un certain type de production du savoir et un certain type d'emploi du temps qui fait que le philosophe n'a plus le temps de vivre en philosophe. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les écrits de Nietzsche, de jeunesse, mais plus tardif aussi. Il se plaint du fait qu'on peut lire des livres de philosophie en son temps, au 19e siècle, mais personne ne donne l'exemple par sa vie d'une vie philosophique, dans ses actions, dans ses choix de vie. Plutôt, les philosophes donnent des conférences dans des congrès hyper spécialisés devant 7-8 personnes qui sont aussi spécialisées qu'eux, écrivent des comptes rendus dans des revues spécialisées que personne ne lit, etc., etc., et ont des obligations de production du savoir, de la même façon que c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et donc Nietzsche, comme Schopenhauer, voyait aussi qu'un universitaire n'aura pas intérêt ou ne sera pas tenté de critiquer dans ses recherches les orientations des sources de son financement. Donc, Schopenhauer dirait on ne verra jamais un philosophe en chair critiquer l'État qui le rémunère. Et donc ça, c'est une chose que Nietzsche critique aussi, c'est que l'attachement à l'université implique aussi une certaine fidélité à des orientations qui ne sont pas nécessairement celles du philosophe. Donc un manque de liberté académique en son temps. On présente souvent Nietzsche comme un philosophe obscur, qui est sombre et peut-être le premier grand philosophe à avoir critiqué de manière radicale le christianisme. On dit même qu'il avait une pensée anti-chrétienne. Qu'est-ce que Nietzsche rejetait du christianisme? Tout, presque. Non, c'est-à-dire que le christianisme, c'est plus qu'une foi, c'est plus qu'un ensemble de rituels, c'est plus qu'une religion, le christianisme, finalement, c'est la civilisation moderne, la civilisation occidentale. Et en ce sens-là, le christianisme a opéré
justement une série d'interprétations de la réalité, une série d'interprétations de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est la vie humaine, avec une série de définitions a priori de ce qui est bien, de ce qui est bon. Évidemment, on est donc dans le cadre en Europe à son époque, on est dans le cadre d'une civilisation chrétienne qui impose un certain type de valeurs, qui tend à aplanir l'être humain, selon Nietzsche, et qui opère une négation des aristocraties naturelles, qui opère une négation, sinon, de certains modes de vie, une négation du corps, donc une dévalorisation du corps, une dévalorisation des pulsions, une dévalorisation de la vie créative. Et donc, c'est un aplanissement de l'être humain, une réduction de l'être humain à impossible. Ça, c'est une grande, en plus du mensonge dans lequel consiste l'idée de penser qu'il y aurait un autre monde plutôt que le monde de la vie dans lequel nous sommes ici présentement. Les arrière-mondes, comme le disait Nietzsche. Dans une bande dessinée qui a été écrite par Maximilien Leroy et Michel Onfray, on nous présente un Nietzsche malade, qui est toujours affecté. Pendant longtemps, on a créé une opposition en philosophie entre le corps et l'esprit. Bien sûr. Descartes avait pris une position très claire. Est-ce que vous diriez, comme Michel Onfray et d'autres, que finalement, un être humain, c'est un corps qui pense? Tout à fait. En fait, d'ailleurs, c'est pas Michel Onfray qui le dit, c'est Nietzsche. C'est-à-dire qu'en disant ça, Michel Onfray reprend exactement ce qu'a dit Nietzsche. Tout à fait. Donc, par exemple, dans le Gai Savoir, Nietzsche affirme qu'un philosophe, c'est essentiellement un corps qui pense. Donc, la philosophie, c'est une façon de transformer en idées des états corporels, des pulsions corporelles. Chacune de nos idées a une préhistoire ou une généalogie, finalement, dans nos états physiques, nos états corporels. Alors oui, Nietzsche récuse complètement la distinction classique entre le corps et l'esprit. Vous avez mentionné Descartes, ça en est effectivement une grande source. Et cette distinction n'a aucun sens, selon Nietzsche. D'abord, de réduire l'être humain à deux entités, le corps et l'esprit, ce serait réducteur. Pourquoi plutôt ne pas y voir une multiplicité? Et Nietzsche a cette image de l'individu, de l'homme, comme étant finalement aussi une multiplicité de pulsions qui se livrent un combat ou un conflit les uns entre les autres pour avoir le dessus sur l'individu que nous sommes. Donc l'unité de l'individu humain est une fiction. Nous ne sommes pas une unité, nous sommes une pluralité de drives, comme on dit en anglais, une pluralité de pulsions, et nous sommes un équilibre précaire, en quelque sorte, on pourrait le dire comme ça. Je pose une question qui va dans plusieurs sens. À propos de Nietzsche, Nietzsche est difficile à suivre parce qu'il prend des positions qui nous semblent parfois contradictoires aujourd'hui. Il a dit des choses incroyables sur les femmes, mais en même temps, Nietzsche résiste à l'antisémitisme qui était croissant en Allemagne durant cette époque-là. Et comment est-ce que Nietzsche peut être porteur de telles contradictions? Sur les femmes, c'est une question intéressante. C'est vrai qu'il y a dans différents textes de Nietzsche des propos qu'on dit misogynes. C'est-à-dire que, bon, par exemple, il va mentionner que le rôle de la femme, c'est essentiellement l'enfantement. En fait, c'est surtout autour de cette question-là. C'est-à-dire que le rôle de la femme est réduit à l'enfantement. On peut peut-être, dans ce sens-là, séparer ou regarder séparément, pour mieux comprendre la position de Nietzsche par rapport aux femmes, l'homme et l'œuvre. L'homme, d'une part, dans sa vie, les témoignages qu'on en a, mais aussi ses projets, ses actions, montrent qu'il ne méprisait absolument pas les femmes. Il avait des relations amicales très fortes avec plusieurs femmes, on le voit dans sa correspondance. Il avait des projets avec certaines femmes aussi. Il était plein d'admiration pour de nombreuses femmes qu'il a rencontrées dans sa vie, qu'on pense à Cosima Wagner, à Lou Salomé, à Malvida von Meisenburg. La première traduction d'un livre de Nietzsche, qui était la traduction d'un texte sur Wagner, c'était une femme, Marie Baumgartner. Et donc, Nietzsche a manifestement un très grand respect envers les femmes, de grandes amitiés, de grandes relations avec les femmes. Maintenant, ce qu'il en dit dans son œuvre, c'est autre chose. Nietzsche, manifestement, n'est pas féministe, ça c'est clair. Est-ce qu'il est misogyne? C'est pas certain. Je pense que ce qu'on voit dans son œuvre, c'est plutôt l'expression d'un conservatisme social tout à fait courant à son époque, assez banal, et par ailleurs, qui n'a pas empêché très très tôt certaines femmes de vouloir faire une appropriation des idées de Nietzsche. Et donc c'est important, je crois,
en même temps que c'est intéressant, de remarquer qu'il y a eu des appropriations féministes de Nietzsche très très tôt. Je pense notamment aux États-Unis dans les années 1907-1915. Et donc, dans les milieux féministes, il se publiait des articles aux États-Unis avec des titres comme Nietzsche a-t-il pensé, je vais le dire en anglais, ça va mieux sonner, mais did Nietzsche think of the overwoman as well as the overman? Donc, traduction du mot surhomme. Parce que c'est vrai que le mot surhomme en allemand, c'est Mensch, c'est Übermensch. Mensch, ça veut dire être humain, ça ne veut pas dire homme. Et donc, très tôt, il se pose des questions de traduction. Comment va-t-on traduire Übermensch? Eh bien, ça peut être Uber-femme ou ça pourrait être Uber-homme. Et il y a une appropriation très rapide dans les milieux féministes des idées de Nietzsche, notamment pour l'individualisme, la valorisation de l'individualisme, la valorisation du corps aussi. Et donc, on voit très tôt dans le milieu féministe que Nietzsche affirmait que les femmes étaient essentiellement porteuses d'un rôle de reproduction. Et là, dans certains milieux féministes, on se dit oui, effectivement, et c'est à la femme de décider quand aura lieu cette reproduction, quand veut-elle enfanter. Et donc, on utilise Nietzsche pour établir un certain argumentaire pour les droits qui ont trait au contrôle des naissances, par exemple, ou aux cliniques d'avortement, etc., etc. Mais avant qu'on aborde l'antisémitisme, on pourrait dire que Nietzsche, on peut l'interpréter dans énormément de sens. Ça a été fait, en tout cas. Est-ce que c'est pas le signe de la richesse d'une œuvre, qu'elle est à ce point ouverte sur nous, qui sommes assez loin de lui, par ailleurs. Hein? Ces ouvrages ont été publiés il y a 140 ans. Et donc, cette œuvre nous est encore entièrement ouverte, puisque les multiples appropriations de Nietzsche continuent. Et donc, oui, Nietzsche a été lu, interprété, repris par des auteurs chrétiens, catholiques et protestants, par des fascistes, des antifascistes, des socialistes, des antisocialistes, des anarchistes, des féministes, des démocrates. Et Nietzsche a été lu par tout le monde. Et il a été interprété diversement par tout le monde. Mais ce ne sont pas toutes ces positions-là qui sont dans l'œuvre, néanmoins. Et comment expliquer la défense de Nietzsche envers les Juifs? Oui, bon, ça, le fait que vous posiez cette question-là en ces termes-là est assez représentatif de ce qu'on dit de nos jours de la position de Nietzsche envers les Juifs. Je ne suis pas sûre que ça soit fondé, par contre. Chose certaine, Nietzsche est un antisémite, c'est-à-dire qu'il voyait dans l'antisémitisme un mouvement populiste, crasse, trop facile, qui critiquait sur aucune base, finalement, une partie de la population. Nietzsche associe l'antisémite aussi à Wagner, évidemment, et donc Nietzsche rejette l'antisémitisme en ce sens-là, sur des bases, disons, politiques, culturelles. Nietzsche avait aussi, d'ailleurs, beaucoup d'admiration pour certains juifs, et donc, pour aucune raison, il aurait stigmatisé ce groupe-là, disons, plutôt qu'un autre. Mais pour autant, la judéité fait partie de ces traits culturels ou de ces traits nationaux qui devront éventuellement, selon Nietzsche, être dissous dans la formation d'une nouvelle culture européenne plutôt qu'une nouvelle culture nationale. Donc, il ne valorise pas le judaïsme plus qu'il valoriserait un autre trait national. Ça fait partie de ces traits nationaux qui éventuellement seront dissous dans la formation d'un homme ou d'une culture européenne. Nietzsche était contre le nationalisme, contre le populisme, et il était contre l'antisémitisme. Comment se fait-il donc que les nazis se soient appropriés la philosophie de Nietzsche? C'est une question intéressante. On sait que ça a eu lieu, hein? C'est un scandale que ça a eu lieu. Et déjà, quand ça s'est fait, ça ne faisait pas l'unanimité chez les idéologues nazis. Donc ça, c'est quelque chose qu'on oublie, on a tendance à oublier, mais il y avait des débats à l'intérieur même des cercles intellectuels nazis, chez les idéologues nazis, à savoir, est-ce que Nietzsche peut vraiment être notre philosophe ou pas? Celui qui a décidé que Nietzsche serait le philosophe officiel du nazisme, c'est Alfred Boimler, qui publie un livre en 1931 sur Nietzsche comme philosophe politique. Et donc Boimler a littéralement construit l'image de ce philosophe parfait pour le national-socialisme, c'est-à-dire qu'il fait de Nietzsche un philosophe entièrement politique, qui serait en faveur d'un État fort,
qui serait nationaliste, qui serait un amoureux de l'Allemagne, un antisémite, etc. Tout ça est entièrement faux. Il n'y a rien de tout ça qui est fondé sur les textes. Et Boimler met beaucoup l'accent sur le concept de volonté de puissance et pour construire donc cette espèce de défenseur de la puissance allemande. Et déjà à l'intérieur même donc des cercles nazis à cette époque-là, on voit par différentes publications qu'il y a une lutte interne, à savoir qu'il y a des idéologues nazis qui jugent que Nietzsche est beaucoup trop antisémite, beaucoup trop francophile, beaucoup trop antisocialiste, beaucoup trop amoureux de l'Europe et critique de l'Allemagne pour pouvoir être le philosophe du nazisme. Donc, le fait que Nietzsche ait été associé au nazisme, c'est une aberration, et c'est une aberration qui était déjà vue par des nazis à cette époque-là. Alors ça, c'est un phénomène vraiment très curieux. Évidemment, peu de gens s'intéressent peut-être aux petites luttes internes sur la philosophie nazie, c'est normal, c'est passé un peu à la poubelle de l'histoire, mais il faut voir que déjà, ça n'allait pas de soi à l'époque. Mais on dit que c'est sa sœur qui se serait occupée de sa postérité, qui l'aurait promu comme un penseur nazi, etc. Bien sûr. Donc, la sœur de Nietzsche avait des affinités fortes pour le nationalisme allemand. Elle était antisémite. Elle était très en faveur du national-socialisme, etc. Et donc, oui, la sœur de Nietzsche a joué un grand rôle dans le fait de cautionner cette image d'un philosophe nazi. Mais la plus grande, la plus grande traîtrise qu'elle a eue envers son frère, finalement, ça a été aussi de construire de toutes pièces un livre qui n'existait pas, un livre que Nietzsche n'a pas écrit tel quel, donc le livre La volonté de puissance. Et donc ce livre paraît en 1901, on voit le titre, La volonté de puissance, livre avec le nom de l'auteur, alors que c'est pas un livre que Nietzsche a écrit, c'est une collection d'extraits qui sont issus des cahiers de Nietzsche. Ce sont effectivement des choses qu'il a écrites, mais en même temps pas complètement, parce que dans la retranscription entre les cahiers et ce qui est présenté comme le livre, il y a eu des falsifications, il y a eu des erreurs de retranscription, il y a eu du collage, et donc on a pris des extraits qui datent sur une période d'à peu près 6, 7, 8 ans, et on a tout mis ça ensemble comme étant un livre. Et donc on a créé de toutes pièces ce livre en le présentant comme étant le testament, le grand livre final du philosophe qui était Nietzsche. Et donc ça, c'est une falsification. Et on doit à Nietzsche plusieurs phrases qui sont devenues célèbres. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Sans la musique, la vie serait une erreur. Et ce qui est vrai. Oui, oui. Et la plus grande phrase de toutes, c'est Dieu est mort. Quelle est la signification de cette phrase pour Nietzsche? Nietzsche a aussi dit Dieu est mort, ce sont les hommes qui l'ont tué. Ce que ça signifie, c'est la prise de conscience, le constat de la fin d'une grande ère axiologique, si on veut. Donc la fin, peut-être aussi, ça serait logique, de la civilisation qui est fondée sur ces jugements de valeur. Donc c'est la fin de la chrétienté. Et c'est un appel... pas à se lamenter, pas à vouloir revenir au passé, mais bien à se demander, mais que va-t-on faire maintenant? Quelle sera la suite? Quel peut dorénavant être notre projet? Quel type d'homme peut-on, d'humain plutôt, pardon, quel type d'humain peut-on, doit-on vouloir? Quel type d'humain peut-on créer dorénavant si on n'est plus limité ou chapeauté par cette image chrétienne de ce qu'était l'humain et par les valeurs chrétiennes et par la dévalorisation du corps qui va avec, etc. Et donc, c'est un appel à un projet. C'est une phrase qui doit être vue comme étant éminemment créative. Est-ce que vous trouvez que Nietzsche, s'il y a une phrase qui le définit bien, c'est qu'il ne veut ni être maître, il ne veut surtout pas avoir de disciples. Et effectivement, il n'a pas voulu former d'école de pensée. Il a souvent eu le souhait de former plutôt un regroupement d'amis, un petit cercle de gens avec qui il aurait pu discuter, échanger des idées, participer à des projets, mais il n'y a jamais eu cette idée, effectivement, d'avoir une école de pensée et de former une tradition. On peut lier, ou on peut, pour répondre à votre question, on peut comprendre ça en se rappelant à quel point Nietzsche est un individualiste. Et donc, Nietzsche encourage chaque individu
à se créer lui-même et à être lui-même. Et donc, il ne s'agit pas de suivre des modèles, mais plutôt de s'interroger sur ce qu'on est, d'écouter les différentes pulsions ou les différents êtres qui parlent en nous et de décider lequel on veut être ou lequel on veut prioriser à tel ou tel moment. Il s'agit de se poser les mêmes questions que Nietzsche posait aussi à la tradition philosophique, c'est-à-dire que veut-on? De quel désir, de quelle valeur, de quelle pulsion mes choix, mes jugements sont-ils l'expression? Et donc, il ne s'agirait pas de suivre un modèle, mais plutôt de se construire soi-même. Et on peut se rappeler pour ça, donc vous avez nommé des phrases pour lesquelles Nietzsche est célèbre, et lui-même a repris certaines phrases de la tradition comme étant finalement ses propres proverbes, en quelque sorte. Et il y a par exemple cette phrase importante pour lui qui est « Deviens qui tu es »,« Deviens celui que tu es ». Et donc, c'est un appel à être soi-même. Donc, il y a vraiment une apologie ou une valorisation très forte chez Nietzsche de l'individualisme, plutôt que du fait de suivre un maître. D'ailleurs, lui dira à travers sa carrière, dans plusieurs de ses livres, parce qu'il parle beaucoup de lui-même dans ses ouvrages. Et donc, il dit souvent aussi à quel point son parcours a été une façon pour lui de se distancier de ses premiers maîtres. Il s'est distancié de Schopenhauer, il s'est défait de Wagner, ce fut une cure. Au bout de cette cure, on se trouve soi-même. Beaucoup de philosophes ont peut-être involontairement codé leur langage pour écrire des livres, penser la réalité. Et Nietzsche a utilisé des codes ou des concepts. Il y a le sura, mais il y a aussi l'éternel retour. Et ça semble être majeur chez Nietzsche. Qu'est-ce que ça veut dire? L'éternel retour du même, au fond, ça nomme quelque chose comme un exercice de pensée, un exercice thérapeutique, c'est-à-dire qu'il faut se satisfaire de ce qu'on a été, de ce qui est, de ce qu'on fait, à tel point qu'il faudrait vouloir que ça se reproduise. Il ne faudrait pas être déçu si ça se reproduisait en boucle. Donc, c'est une façon aussi pour Nietzsche de nommer par cette image le grand oui qu'il souhaite dire à la vie, parce qu'il n'y a rien d'autre que la vie. Donc, ce concept de retour éternel du même est aussi à mettre en parallèle avec le fait qu'il n'y a pas d'arrière-monde, il n'y a pas de monde suprême, supérieur, et il n'y a pas d'autre monde que le monde de la vie humain dans lequel nous nous retrouvons, dans lequel nous vivons. Alors, il faut le vouloir. Et il faut le vouloir à tel point qu'il faudrait être capable d'accepter que tout se reproduit à nouveau de la même façon. C'est pas un constat ontologique. Ça ne veut pas dire que Nietzsche est un penseur cyclique, par exemple, au sens où certaines civilisations antiques ou anciennes l'étaient. C'est plutôt qu'il n'y a pas d'autre façon d'accepter finalement le monde dans lequel on se trouve.